En quelques jours seulement, tout s'est retourné contre elle. Pas lentement, pas progressivement. D'un coup, un homme disparaît. Et derrière lui, il laisse des décisions impossibles, des dettes silencieuses, des regards qui attendent l'échec. Autour d'elle, personne ne demande si elle tiendra. La vraie question est, combien de temps avant qu'elle s'effondre? Le système ne lui fait aucun cadeau. Le temps joue contre elle. Et chaque matin commence avec la même peur. Si elle fait une seule erreur, tout disparaît. Pourtant, au lieu de fuir, elle reste. Au lieu de vendre, elle choisit de lutter. Ce qu'elle va faire ensuite va choquer ceux qui pensaient qu'elle n'avait aucune chance. Car parfois, la plus grande force n'est quand tout est déjà perdu. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un secret que vous n'oublierez jamais. Envie de découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Il est mort un matin ordinaire, sans musique, sans témoin, sans phrase finale. La veille encore, le travail avait suivi son rythme habituel. Rien n'annonçait que tout allait s'arrêter. Le lendemain, le monde continuait exactement comme avant, mais sans lui. C'est toujours comme ça que ça commence, pas par le chagrin, mais par un silence trop grand pour être supportable. Les heures qui ont suivi ne se sont pas imprimées comme un souvenir, mais comme une succession de gestes mécaniques. Des mains qui se serrent, des mots qui n'entrent pas vraiment dans la tête, des visages connus qui parlent doucement, comme si la douceur pouvait empêcher l'irréversible. Elle avançait d'une pièce à l'autre sans savoir pourquoi, sans savoir où aller, avec cette impression étrange que la maison était devenue trop grande et trop vide à la fois. Le jour de l'enterrement est passé comme un brouillard. Puis le lendemain est arrivé. Et avec lui, quelque chose de plus dur que la mort elle-même, la réalité. Pas celle des souvenirs, mais celle qui sonne, qui frappe, qui attend une réponse. Le téléphone a sonné. Puis encore. Des voix sérieuses, pressées, polies. Des phrases qui parlaient de comptes, d'échéances, d'avenir. Le mot « avenir » avait quelque chose d'indécent. Comme s'il était encore permis d'en parler. Elle s'est retrouvée seule dans la cuisine, exactement au même endroit où, quelques jours plus tôt, on avait posé des tasses de café pour les visiteurs. Les tasses étaient rangées, les chaises aussi. Il ne restait que la table, nue, et ce silence épais qui collait au mur. Par la fenêtre, elle voyait les bâtiments, la cour, les animaux qui attendaient sans comprendre. Eux ne savaient pas, ils ne sauraient jamais. Elle a regardé longtemps dehors, sans vraiment voir. Ce qu'elle regardait, c'était le poids de ce qui lui restait. Pas seulement les lieux, mais tout ce que cela impliquait. Chaque chose avait une valeur, un coût, une conséquence. Rien n'était neutre. Même l'air semblait demander. Et maintenant, elle n'avait pas encore pleuré. Le corps avait choisi de tenir, de retarder l'effondrement. À la place, une autre sensation prenait toute la place. Une pression constante, comme si quelque chose approchait sans se montrer. Une certitude silencieuse. Personne n'allait attendre qu'elle soit prête. Les papiers se sont accumulés sur la table, presque malgré elle. Des enveloppes ouvertes, des chiffres alignés, des dates encerclées. Tout ce qu'il avait toujours géré semblait soudain lui tomber dessus d'un seul bloc. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle comprenait l'essentiel. Le temps n'était pas de son côté. Elle a pensé aux enfants, à leurs chambres encore intactes, à leurs habitudes qui continuaient comme si rien n'avait changé. Elle s'est demandé combien de temps elle pourrait leur cacher sa peur. Combien de temps elle pourrait faire semblant de savoir exactement quoi faire. Elle savait travailler. Elle savait tenir. Mais décider seule, dans un monde qui ne lui faisait aucun cadeau, c'était autre chose. Les visites ont continué. Certaines bienveillantes, d'autres maladroites. Et puis il y avait ces regards, ces silences trop longs, ces phrases qui semblaient dire autre chose que ce qu'elles affirmaient. Des regards qui pesaient, qui évaluaient, qui se demandaient combien de temps elle tiendrait. Elle les sentait, même quand personne ne parlait. Ce n'était pas de la méchanceté ouverte. C'était pire, c'était cette attente discrète, presque polie, que tout s'écroule naturellement, que les choses rentrent dans l'ordre, que quelqu'un d'autre reprenne, que ce qui semblait trop lourd pour une seule personne finisse par tomber. Elle s'est surprise à serrer les poings sans s'en rendre compte. Pas par colère, mais par instinct, comme si son corps comprenait avant elle qu'un combat silencieux venait de commencer. Pas un combat contre quelqu'un en particulier, mais contre une idée profondément ancrée, celle qu'elle n'était pas censée être là, seule, à décider. Le soir est tombé sans qu'elle s'en rende compte. Les lumières se sont allumées une à une. Le monde extérieur s'est apaisé, mais à l'intérieur, quelque chose s'est durci. Une pensée simple, presque brutale, a commencé à prendre forme. Elle n'était pas encore une décision, plutôt une résistance. Elle n'avait rien promis à personne, ni succès,
ni continuité, ni victoire. Mais une chose devenait claire, lentement, douloureusement, abandonner serait aussi un choix. Et ce choix-là aurait un prix qu'elle n'était pas sûre de pouvoir payer. Ce premier soir, seule à la table, entourée de chiffres qu'elle ne maîtrisait pas encore, elle a compris que la mort n'était que le début de l'histoire. Le reste allait se jouer sans bruit, sans témoin, jour après jour, et que personne ne viendrait la sauver si elle décidait de rester. Le lendemain, elle a compris que le chagrin pouvait attendre, mais pas les chiffres. La douleur restait là, sourde, tapis quelque par derrière la poitrine, mais une autre urgence prenait toute la place. Il fallait regarder, tout regarder, sans détourner les yeux. La table de la cuisine s'est remplie lentement, pas d'un seul coup, mais par coups successifs, comme si chaque document ajoutait un poids supplémentaire. Relevés, factures, contrats, courriers officiels, des papiers qu'elle avait toujours vus passer sans jamais vraiment s'y attarder. Jusqu'à maintenant. Maintenant, ils semblaient la fixer, comme s'ils exigeaient une réponse immédiate. Elle a commencé par ce qu'elle connaissait le mieux. Les bêtes, elle n'avait pas besoin de chiffres pour ça. Elle les voyait chaque matin, chaque soir. Elle savait lesquels étaient solides, lesquels étaient fragiles, lesquels demandaient plus d'attention. Mais soudain, même elles devenaient des lignes sur une feuille. Une production moyenne, des coûts fixes, des marges étroites. Tout ce qu'elle ressentait depuis des années se retrouvait résumé en colonnes froides. Elle avançait lentement, ligne après ligne, comme on traverse un terrain inconnu en regardant où poser le pied. Chaque chiffre racontait quelque chose, mais jamais toute l'histoire. Pris séparément, ils semblaient presque raisonnables. Pris ensemble, ils formaient un mur. Pas infranchissable, mais étroit, sans place pour l'erreur. Elle s'est rendue compte que tout avait été calculé pour deux. Deux forces, deux fatigues partagées, deux présences pour absorber l'imprévu. Maintenant, il ne restait plus qu'elle. Les chiffres, eux, n'avaient pas changé. Les échéances non plus. Les besoins étaient restés les mêmes, mais la capacité à y répondre avait été coupée en deux. À mesure qu'elle avançait, une autre sensation est apparue. Pas la panique, quelque chose de plus précis. Une lucidité brutale. Elle comprenait que ce qui la mettait en danger n'était pas seulement le montant des dettes, mais la fragilité de l'équilibre. Tout tenait parce que rien ne bougeait trop. Un retard, une panne, un imprévu, et tout pouvait basculer. Elle a levé les yeux un instant. La maison était silencieuse. Les enfants n'étaient pas encore rentrés. Ce silence lui a laissé le temps de penser à ce qu'elle n'osait pas encore formuler. Si elle continuait, il faudrait tout porter seule. Pas seulement le travail, mais les conséquences de chaque décision. Il n'y aurait plus personne pour dire « on verra demain ». Elle a repris. Plus loin dans les papiers, il y avait ce qui l'inquiétait le plus. Ce qui ne produisait rien, mais coûtait chaque mois. Les intérêts, les charges, les engagements pris dans un autre temps, quand l'avenir semblait plus large. Rien n'était excessif en soi, mais tout était serré. Trop serré pour quelqu'un qui n'avait pas le droit de se tromper. Ce qui l'a frappé, ce n'est pas l'ampleur des chiffres, c'est leur rigidité. Ils ne s'adaptaient pas, ils ne faisaient pas de pause pour le deuil. Ils ne ralentissaient pas par respect. Ils continuaient d'avancer, imperturbables. Elle, en revanche, sentait son corps lourd, sa tête pleine, ses gestes plus lents. Elle s'est demandé combien de temps elle tiendrait à ce rythme. Combien de semaines avant que la fatigue ne fasse une erreur à sa place. Combien de mois avant que quelqu'un, quelque part, décide que ce n'était plus raisonnable de la laisser continuer. Cette pensée-là lui a serré la gorge. Pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait peut-être raison. Elle a compris que la question n'était pas seulement « est-ce que c'est possible ?», mais « à quel prix ?» Elle a rangé certains papiers, puis les a ressortis, comme si les déplacer pouvait changer ce qu'ils disaient. Elle cherchait autre chose. Un détail, une marge cachée, une possibilité qu'elle n'aurait pas vue au premier regard. Lentement, elle a commencé à comparer. Pas les totaux, mais les écarts. Les variations, ce qui fonctionnait mieux que le reste. C'est là que quelque chose a changé. Ce n'était pas encore une solution, plutôt une fissure dans le mur. Tout n'était pas uniforme. Tout ne produisait pas la même chose. Certaines parties tenaient mieux que d'autres. Certaines donnaient plus qu'elles ne coûtaient. D'autres faisaient l'inverse. Cette découverte n'a pas apporté de soulagement immédiat, mais elle apportait quelque chose de plus important, une direction. Elle n'était plus uniquement en train de subir. Elle observait, elle comparait, elle essayait de comprendre, non pas avec les émotions, mais avec les faits. Le soir est revenu, comme la veille, sans prévenir. Les enfants sont rentrés, ont parlé de leur journée. Elle a répondu,
sourit, écoutait, tout en pensant aux chiffres restés sur la table. Elle savait qu'il l'attendrait après le repas, qu'il ne disparaîtrait pas par magie. Quand elle se retrouvait seule à nouveau, elle n'a pas ressenti la même chose que la veille. La peur était toujours là, mais elle avait changé de forme. Elle n'était plus diffuse. Elle était ciblée. Elle savait ce qui faisait le plus mal, et ce qu'elle devait surveiller. Elle n'avait encore pris aucune décision. Mais quelque chose était en train de naître, lentement. Une idée simple, presque inconfortable. Si elle devait continuer, ce ne serait pas en conservant tout tel quel. Ce serait en changeant, en choisissant, en renonçant à certaines choses pour en sauver d'autres. Ce soir-là, elle n'a pas pleuré non plus. Elle a fermé les dossiers, éteint la lumière et laissé les chiffres dans l'obscurité. Mais ils ne l'ont pas quittée. Ils l'ont suivie jusque dans le sommeil, rappelant sans cesse une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Survivre ne suffirait pas. Il faudrait comprendre, puis agir. Les chiffres ne parlaient pas seuls. Ils attiraient les regards. Et avec les regards venaient les attentes, les suppositions, les conclusions hâtives. Elle a compris très vite. Dès qu'elle sortait, dès qu'elle croisait quelqu'un, quelque chose avait changé. On ne la voyait plus comme avant. On la regardait comme une situation. Rien n'était dit clairement. C'était dans les pauses trop longues, dans les phrases inachevées, dans les sourires trop appuyés. Des gestes qui semblaient compatissants mais qui pesaient plus lourd qu'un reproche direct. Elle sentait que beaucoup se demandaient combien de temps elle tiendrait. Certains l'espéraient en silence. D'autres faisaient semblant de ne pas y penser. Les visites se succédaient. Des gens qui venaient prendre des nouvelles. Ils regardaient autour d'eux en parlant, comptaient presque malgré eux. Ils posaient des questions simples, trop simples, comme si la complexité de ce qui se jouait pouvait se résumer à quelques phrases banales. Elle répondait calmement. Elle savait travailler. Elle savait se taire. Mais chaque regard restait accroché un peu trop longtemps. Chaque silence semblait dire qu'il y avait, quelque part, une attente. Pas une attente bienveillante. Une attente pratique. Celle de voir si quelque chose allait céder. Elle a commencé à comprendre que le danger ne venait pas seulement de l'intérieur. Il venait de ce monde qui n'aimait pas les zones floues, qui préférait les choses nettes, soit ça marche, soit ça s'arrête. Et dans cette logique-là, une femme seule n'était pas censée durer. Elle ne l'avait jamais formulé ainsi auparavant. Mais maintenant, elle le ressentait physiquement. Une fatigue particulière, différente de celle du travail. Une fatigue de devoir prouver quelque chose avant même d'avoir échoué. Comme si l'échec était déjà inscrit dans les esprits, juste en attente de confirmation. Même les aides avaient une autre saveur. On proposait de donner un coup de main, mais toujours accompagné d'une phrase en suspens. Toujours avec cette idée implicite que ce serait temporaire, que cela ne pouvait pas être autrement. Elle acceptait quand il le fallait. Elle refusait quand elle sentait que l'aide venait avec une conclusion déjà écrite. Ce qui la troublait le plus, ce n'était pas la méfiance ouverte. C'était la gentillesse conditionnelle. Celle qui se retire dès que la situation se prolonge. Celle qui suppose que la normalité reviendra d'une manière ou d'une autre, même si cela signifie qu'elle disparaisse du paysage. Un jour, elle s'est surprise à observer ses propres gestes, à se demander si elle n'était pas en train d'intérioriser ses regards, à douter de choses qu'elle faisait depuis toujours, à vérifier 2 fois ce qu'elle faisait une fois auparavant. Le doute, quand il entre, ne demande pas la permission. Elle s'est rappelé comment tout fonctionnait avant. Les décisions prises à 2, les responsabilités partagées, les erreurs absorbées ensemble. Aujourd'hui, chaque choix lui appartenait entièrement. Et si elle se trompait, il n'y aurait personne pour corriger. Cette pensée revenait sans cesse, comme une pression constante derrière le front. Elle a aussi commencé à remarquer autre chose. Certaines personnes ne la regardaient pas seulement avec doute, mais avec calcul. Des regards qui évaluent, qui imaginent déjà un après sans elle. Des possibilités futures, des terres disponibles, des occasions. Rien de visible, rien d'accusateur. Juste une présence qui attend. Cette prise de conscience l'a mise en colère. Pas une colère explosive. Une colère froide, dense, qui ne cherchait pas à s'exprimer, mais à se transformer. Elle n'avait jamais voulu se battre contre qui que ce soit. Elle voulait simplement continuer. Mais elle comprenait maintenant que continuer, c'était déjà résister. Le soir, seule, elle repensait à ses regards. Elle les revivait sans le vouloir. Elle se demandait si elle avait vraiment le droit d'occuper encore cet espace. Si elle ne faisait que retarder l'inévitable. Ces questions la faisaient plus mal que la fatigue physique. Et pourtant, quelque chose refusait de céder. Pas une certitude, pas une confiance aveugle, plutôt une opposition instinctive.
Une sensation profonde que renoncer maintenant, sous ce regard-là, serait plus douloureux que d'échouer plus tard en ayant essayé. Elle a compris alors que la question n'était plus seulement économique. Elle était devenue existentielle. Il ne s'agissait plus seulement de savoir si cela pouvait fonctionner. Il s'agissait de savoir qui déciderait de la fin de l'histoire. Elle ou les autres. Cette nuit-là, le sommeil est venu tard. Et quand il est venu, il n'a pas apporté de repos. Les pensées tournaient, se répétaient, se heurtaient. Mais au milieu de ce chaos, une chose commençait à se préciser. Elle n'était plus seulement en train de subir une situation. Elle était en train d'être mise à l'épreuve. Et pour la première fois depuis la mort de son mari, elle a ressenti quelque chose qui ressemblait à une ligne intérieure. Fragile, encore floue, mais bien là. Une limite invisible qu'elle n'était pas prête à laisser les autres franchir à sa place. La décision n'est pas arrivée d'un seul coup. Il n'y a pas eu de moment spectaculaire, pas de phrase prononcée à voix haute, pas de promesse solennelle. Elle s'est installée lentement, presque à son insu, comme une certitude qui cesse de discuter avec le doute. Un matin, elle s'est levée avec une sensation différente. La fatigue était toujours là, la peur aussi, mais elle n'occupait plus toute la place. Il y avait autre chose, plus solide. Une direction. Pas encore un plan, mais une orientation claire. Continuer n'était plus une question ouverte. C'était devenu un fait. Elle a compris que rester ne signifiait pas préserver exactement ce qui existait. Rester signifiait accepter de transformer, de toucher à ce qui avait toujours été intouchable, de remettre en cause des habitudes qui avaient fonctionné dans un autre temps avec d'autres forces. Cette pensée l'a effrayée autant qu'elle l'a soulagée. Ce jour-là, elle n'a pas travaillé plus que d'habitude. Elle a travaillé différemment. Chaque geste semblait désormais chargé d'une intention nouvelle. Non plus seulement faire ce qu'il fallait, mais observer comment et pourquoi elle le faisait. Elle n'était plus seulement dans l'exécution. Elle était dans la maîtrise, même partielle. Elle a commencé à mesurer son énergie comme une ressource rare, à comprendre qu'elle ne pourrait pas tout porter, qu'il faudrait choisir ce qui méritait d'être maintenu et ce qui devait disparaître, même si cela faisait mal. Cette lucidité avait un prix. Elle l'a forcée à renoncer à l'illusion qu'elle pourrait tout sauver. À plusieurs reprises, elle s'est arrêtée. Elle regardait autour d'elle, non pas avec nostalgie, mais avec une attention nouvelle, comme si elle évaluait chaque chose pour la première fois, non plus en fonction de ce qu'elle représentait, mais de ce qu'elle apportait réellement. C'était inconfortable, presque violent intérieurement. Les pensées revenaient, insistantes. Et si elle se trompait? Et si cette décision la menait droit dans un mur? Mais une autre question, plus lourde encore, s'imposait à chaque fois. Et si elle ne décidait pas maintenant, quand le ferait-elle? Elle a compris que l'immobilité serait plus dangereuse que le mouvement, que continuer à faire comme avant serait une forme de renoncement déguisé. Elle n'avait pas besoin d'être sûre de réussir. Elle avait besoin d'être sûre de ne pas disparaître sans avoir essayé. Ce basculement intérieur a changé sa façon de regarder l'avenir. Il n'était plus un mur opaque, mais un chemin étroit, difficile, incertain, mais praticable. Un chemin sur lequel chaque pas compterait, où chaque erreur se paierait cher, mais où chaque avancée aurait un sens. Elle a aussi compris quelque chose d'essentiel. Personne ne viendrait valider sa décision. Il n'y aurait pas de feu vers l'extérieur. Pas de moment où le monde lui dirait que c'était raisonnable. Elle allait avancer sans autorisation, sans garantie, portée uniquement par cette conviction fragile mais tenace. Le soir, quand elle s'est retrouvée seule, elle a ressenti une étrange forme de calme. Pas un soulagement, pas de joie. Un calme dur, presque austère. Celui qui vient quand on cesse de lutter contre une question et qu'on accepte la réponse, même si elle est lourde. Elle n'a pas célébré. Elle n'a pas parlé de courage. Elle savait que le courage n'empêchait ni la fatigue, ni les erreurs, ni les nuits sans sommeil. Mais elle savait aussi que revenir en arrière serait désormais impossible. Elle avait franchi quelque chose, sans bruit, sans témoin. À partir de ce moment-là, chaque journée aurait un poids différent. Chaque geste serait une pierre posée soit pour tenir, soit pour tomber. Elle le savait. Et malgré tout, elle a continué. Non pas parce qu'elle se sentait forte, mais parce qu'elle avait compris que ne pas continuer lui coûterait encore plus cher. Ce n'était que le début. Elle n'avait encore rien prouvé. Elle n'avait encore rien gagné. Mais quelque chose d'essentiel était en place. Elle ne subissait plus seulement. Elle avançait, lentement, prudemment, mais avec une détermination que personne autour d'elle ne soupçonnait encore. Les premiers jours après la décision n'ont rien eu d'héroïque. Ils ont été faits de fatigue, de gestes répétés, de nuits trop courtes et de matins trop rapides. La volonté était là, mais elle ne suffisait pas à alléger le poids des heures.
Chaque journée semblait commencer avant même que la précédente ne soit terminée. Elle se levait quand tout dormait encore. Le corps obéissait, mais sans enthousiasme. Les muscles tiraient, les pensées étaient lentes, comme engourdies par le manque de repos. Il fallait pourtant avancer, car rien n'attendait. Le travail ne se souciait ni de la décision prise, ni de l'état dans lequel elle se trouvait. Il fallait faire, encore et encore. Les animaux imposaient leur rythme, immuable. Ils ne connaissaient ni le deuil ni les échéances. Ils avaient besoin d'attention, de constance, de présence. Elle donnait tout, sans réserve, parce qu'elle savait que la moindre négligence se paierait immédiatement. Il n'y avait pas de marge pour l'approximation. La journée se déroulait comme une longue chaîne ininterrompue. Une tâche en appelait une autre. À peine quelque chose était terminé qu'autre chose attendait déjà. Les pauses n'existaient plus vraiment. Elles étaient remplacées par des moments volés, quelques minutes debout, l'esprit ailleurs, avant de repartir. Les enfants participaient plus qu'avant. Pas par obligation, mais par nécessité. Elle voyait leurs gestes devenir plus sûrs, leurs visages plus sérieux. Cela la rassurait et l'inquiétait à la fois. Elle se demandait parfois si elle n'était pas en train de leur demander trop tôt de devenir autre chose que des enfants. Les jours se ressemblaient tous. Les semaines aussi. Il n'y avait pas de repère clair pour mesurer le temps qui passait. Seulement la fatigue qui s'accumulait lentement, comme une dette invisible. Elle sentait son corps protester, mais elle n'avait pas le luxe de l'écouter. Par moments, la peur revenait. Pas la grande peur, celle des chiffres de l'échec lointain. Une peur plus immédiate, celle de tomber malade, de se blesser, de ne plus pouvoir se lever un matin. Elle savait que tout reposait sur sa capacité à tenir. Cette pensée la poursuivait jusque dans les gestes les plus simples. L'aide, quand elle venait, était précieuse mais fragile. Elle ne pouvait pas être comptée comme une certitude. Elle apparaissait, disparaissait, selon les disponibilités, selon les saisons, selon la bonne volonté. Elle apprenait à ne pas s'y habituer, à ne pas en dépendre. Le soir, quand enfin tout se calmait, elle ressentait une fatigue différente. Pas seulement physique. Une fatigue intérieure, faite de concentration permanente, de décisions minuscules mais constantes. Même se reposer demandait un effort. Les pensées ne s'arrêtaient jamais complètement. Elle s'est surprise, un soir, à rester immobile plus longtemps que nécessaire, simplement pour écouter le silence. Un silence lourd, presque oppressant, mais qui lui rappelait qu'elle était encore debout, que malgré l'usure, elle continuait. Ce constat n'apportait pas de joie, mais une forme de fierté discrète. Pourtant, elle comprenait que ce rythme ne pourrait pas durer éternellement. Survivre ainsi, jour après jour, n'était pas une solution. C'était un état transitoire, une phase où l'on tient, mais où l'on ne construit rien de solide. Elle sentait confusément que si elle continuait sans changer, elle finirait par s'épuiser avant que la situation ne s'améliore. Cette prise de conscience s'est imposée progressivement. Elle n'est pas venue comme une révélation, mais comme une évidence lente. Travailler plus n'était plus possible. Il fallait travailler autrement. Mais comment? Elle ne le savait pas encore. La décision prise quelques semaines plus tôt était maintenant mise à l'épreuve. Ce n'était plus une idée. C'était un poids réel, quotidien, tangible. Elle avançait, mais elle sentait que ce chemin-là, s'il restait identique, la mènerait à l'épuisement bien avant la stabilité. Un soir, en rangeant encore une fois ce qui devait l'être, elle a senti une pensée s'imposer, claire, presque brutale. Continuer ainsi, c'était reculer lentement. Si elle voulait réellement rester, il lui faudrait plus que de l'endurance. Il lui faudrait une stratégie. Et cette idée, encore floue, encore inconfortable, marquait la fin de la simple survie et le début d'autre chose. Quelque chose de plus risqué, mais peut-être aussi de plus durable. À force de tenir sans réfléchir, elle avait compris une chose essentielle. Continuer sans comprendre revenait à attendre la chute. L'endurance seule ne sauverait rien. Il fallait voir clair, même si ce regard risquait de faire mal. Les soirs ont changé de nature. Ils n'étaient plus seulement des moments d'effondrement silencieux. Ils sont devenus des temps d'observation. Elle s'asseyait, le corps encore tendu par la journée, et elle reprenait ce qu'elle avait laissé sur la table. Les chiffres n'étaient plus des ennemis abstraits. Ils devenaient des repères. Elle a commencé par reprendre tout depuis le début. Pas pour confirmer ce qu'elle savait déjà, mais pour comprendre ce qu'elle n'avait jamais eu besoin de voir auparavant. Chaque élément était disséqué, chaque coup interrogé, chaque rondement comparé. Elle ne cherchait pas une solution miracle. Elle cherchait une logique. Peu à peu, un schéma se dessinait. Tout ne pesait pas de la même manière. Tout ne produisait pas le même résultat. Certaines choses coûtaient énormément d'énergie pour peu de retour.
D'autres, au contraire, donnaient plus qu'elle ne prenait. Cette différence, elle ne l'avait jamais regardée avec autant de précision. Elle a compris que le problème n'était pas seulement la quantité de travail, mais sa répartition. Certaines tâches consommaient son temps sans renforcer la structure. D'autres, bien que moins visibles, étaient décisives. Cette prise de conscience a été inconfortable. Elle remettait en question des habitudes anciennes, presque sacrées. Elle a aussi compris que la ferme n'était pas un bloc uniforme. C'était un ensemble de choix accumulés au fil des années, certains encore pertinents, d'autres devenus des poids morts. Les chiffres ne jugeaient pas, ils montraient, et ce qu'ils montraient l'obligeait à regarder autrement ce qu'elle pensait immuable. Cette analyse ne l'a pas rassurée immédiatement. Au contraire, plus elle comprenait, plus elle mesurait la fragilité de l'ensemble. L'équilibre tenait parce que rien ne bougeait trop. Mais dès qu'elle imaginait un changement, une panne, une baisse, tout devenait instable. Et pourtant, cette fragilité contenait aussi une possibilité. Si tout était si sensible, alors de petites modifications pouvaient produire de grands effets. Il n'était pas nécessaire de tout transformer. Il fallait transformer juste ce qui comptait. Elle a commencé à comparer les performances, à observer les variations, à noter ce qui revenait régulièrement. Certaines constantes apparaissaient. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas du hasard. Il y avait des différences mesurables. Et là où il y a des différences, il y a des choix possibles. Pour la première fois depuis longtemps, elle a ressenti quelque chose qui ressemblait à un début de contrôle. Pas une maîtrise totale, mais une capacité à influencer le cours des choses. Cette sensation n'a pas effacé la fatigue. Elle l'a rendue supportable. Elle a compris aussi que toute décision aurait un coût. Améliorer un point signifiait forcément en affaiblir un autre. Il n'y avait pas de solution parfaite, seulement des compromis. Et choisir un compromis, c'était accepter de perdre quelque chose pour en sauver une autre. Cette lucidité l'a isolée davantage. Elle ne pouvait pas partager ses réflexions facilement. Trop technique pour certains, trop inquiétante pour d'autres. Elle a donc avancé seule, en silence, affinant peu à peu une vision qui n'était pas encore un plan, mais qui s'en rapprochait. Les nuits restaient courtes, mais l'esprit travaillait autrement. Il ne tournait plus en rond. Il avançait. Elle se surprenait à anticiper, à projeter, à imaginer des scénarios. Pas pour rêver, mais pour se préparer. Un soir, alors qu'elle rangeait les papiers, elle s'est arrêtée. Elle a regardé les chiffres étalés devant elle, et elle a compris que ce qu'elle faisait n'était plus seulement de la survie. C'était une reconstruction. Lente, fragile, mais réelle. Elle n'avait encore rien changé concrètement. Mais intérieurement, tout avait déjà commencé à bouger. Elle savait désormais une chose avec certitude. Si elle devait continuer, ce ne serait pas en conservant chaque élément par attachement. Ce serait en choisissant avec rigueur ce qui méritait d'être renforcé. Cette compréhension marquait un point de bascule discret mais décisif. La fatigue ne disparaissait pas, la peur non plus, mais elles étaient désormais accompagnées par quelque chose de nouveau, une capacité à décider en connaissance de cause. Comprendre ne suffisait plus. À partir du moment où les chiffres avaient cessé d'être abstraits, ils avaient commencé à exiger des décisions. Et décider, cette fois, voulait dire renoncer. Pas plus tard, pas quand ce serait plus facile. Maintenant, elle a pris conscience que chaque élément conservé par habitude réduisait l'espace pour ce qui pouvait réellement fonctionner. Cette idée lui a serré la poitrine. Il ne s'agissait plus seulement d'efficacité. Il s'agissait de couper dans ce qui avait une histoire, de regarder certaines choses en face et d'admettre qu'elles ne tenaient plus leurs promesses. Les premières décisions ont été les plus difficiles, non parce qu'elles étaient techniquement complexes, mais parce qu'elles allaient à l'encontre de tout ce qu'elle avait appris jusque-là. Pendant des années, on lui avait répété qu'il fallait garder, préserver, tenir bon coûte que coûte. Maintenant, il fallait faire l'inverse, choisir ce qui devait disparaître pour que le reste survive. Elle a hésité longtemps. Elle a revérifié les chiffres. Elle a comparé encore, comme si une nouvelle lecture pouvait changer ce qu'elle savait déjà. Mais rien ne bougeait. Les faits restaient là, implacables. Continuer sans agir revenait à accepter une lente asphyxie. Alors elle a agi, pas avec brutalité, avec une précision presque douloureuse. Chaque choix était pesé. Chaque renoncement était accompagné d'un silence intérieur. Elle savait exactement ce qu'elle abandonnait et pourquoi. Elle n'essayait pas de se convaincre que cela ne comptait pas. Au contraire, elle acceptait que cela compte et que cela fasse mal. Ce qui l'a surprise, ce n'est pas la difficulté des décisions, mais la réaction qu'elles ont provoquée en elle. Une fois prises, elles ont libéré quelque chose. Pas de la joie, mais de l'espace. Un sentiment nouveau, fragile,
mais réelles, comme si l'air circulait à nouveau. Autour d'elle, les réactions ont été discrètes, mais présentes. Certains ont regardé avec incompréhension, d'autres avec une curiosité prudente. Elle sentait que ses choix étaient observés, évalués, parfois jugés. Elle n'a rien expliqué. Elle savait que justifier serait déjà se défendre. Chaque décision avait une conséquence immédiate. Le travail changeait de forme. Certaines journées devenaient plus légères physiquement, mais plus lourdes mentalement. Elle devait désormais penser à l'avance, anticiper les effets, accepter que certaines erreurs seraient visibles tout de suite. Elle a aussi compris que ses choix la rendaient plus seule, moins soutenue par l'habitude, moins protégée par le collectif. Elle avançait sur un terrain où peu de gens l'avaient précédée, et encore moins lui avaient dit que c'était possible. Cette solitude n'était pas agréable, mais elle était claire. Il y a eu des moments de doute, des instants où elle s'est demandé si elle n'était pas allée trop loin, si elle n'avait pas coupé trop vite, trop fort. Ces moments-là arrivaient surtout le soir, quand la fatigue rendait tout plus fragile. Elle les laissait passer sans les nourrir. Elle savait qu'ils faisaient partie du prix. Ce qu'il apportait, ce n'est pas la certitude de réussir, mais la cohérence de ce qu'elle faisait. Pour la première fois depuis longtemps, ses gestes, ses décisions et sa compréhension allaient dans le même sens. Cette cohérence, même fragile, lui donnait une stabilité nouvelle. Elle a commencé à voir de petites différences. Rien de spectaculaire, juste des signes discrets. Une pression qui diminuait légèrement, une marge qui apparaissait là où il n'y en avait pas avant. Ces signes-là ne suffisaient pas à rassurer, mais ils suffisaient à continuer. Elle savait que ses choix n'étaient que le début, qu'ils l'exposaient davantage, qu'en cas de crise, il n'y aurait plus de filet. Mais elle savait aussi que rester immobile aurait été plus dangereux encore. Elle avait choisi un chemin étroit, mais elle avançait. Ce chapitre de renoncement la transformait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'était plus seulement celle qui subissait un contexte difficile. Elle devenait celle qui façonnait, lentement, une autre manière de tenir. Plus dure, plus exigeante, mais aussi plus lucide. Elle n'avait encore rien gagné, mais elle avait cessé de perdre sans comprendre pourquoi. Et dans ce monde-là, c'était déjà une forme de victoire. Elle pensait avoir appris à anticiper, à prévoir les risques, à mesurer les marges, à se préparer aux coups durs. Mais certaines choses ne se préviennent pas. Elles arrivent sans demander la permission, sans tenir compte des efforts déjà fournis. Tout a commencé par une sensation diffuse, presque imperceptible, une inquiétude qui ne venait pas d'elle, mais de l'extérieur. Des rumeurs, des silences inhabituels, des regards fermés. Puis les informations sont arrivées, confuses d'abord, inquiétantes ensuite. Quelque chose s'était produit, loin de là, mais assez proche pour tout atteindre. Elle a ressenti cette peur particulière que l'on ressent face à un danger qu'on ne peut ni voir ni combattre directement. Il n'y avait rien à faire, sinon attendre et observer. Cette attente a été plus éprouvante que n'importe quelle fatigue physique. Car cette fois, son travail, sa rigueur, ses choix n'y changeaient rien. Les jours qui ont suivi ont été suspendus. Le travail continuait, mais avec une tension constante. Chaque geste semblait soudain fragile, menacé par quelque chose d'invisible. Elle faisait ce qu'il fallait, parce qu'il fallait le faire, mais sans savoir si cela servirait encore à quelque chose. Puis les conséquences sont tombées. Pas comme une explosion, mais comme une lente descente. Ce qui devait être stable ne l'était plus. Ce qui devait rapporter ne rapportait plus. Les chiffres, qui commençaient à respirer un peu, se sont refermés brusquement. Elle a senti la peur revenir, plus froide, plus méthodique. Pas une panique désordonnée, mais une angoisse calculée. Elle a recommencé à compter, à projeter, à mesurer l'impact de cette crise sur ce qu'elle avait mis tant de temps à stabiliser. Les marges étaient fines, trop fines pour encaisser un choc prolongé. Autour d'elle, l'ambiance a changé. Certains ont baissé les bras presque immédiatement. D'autres se sont enfermés dans l'attente, espérant que tout redevienne comme avant. Elle observait, silencieuse. Elle comprenait leurs réactions. Elle la partageait même, en partie. Mais elle savait que l'attente seule ne suffirait pas. Cette crise n'était pas seulement économique. Elle touchait à quelque chose de plus profond, le sentiment de sécurité, celui qu'elle commençait à peine à reconstruire. Elle s'est retrouvée brutalement face à une question qu'elle croyait avoir dépassée. Et si tout s'effondrait malgré ses efforts, la fatigue est revenue d'un seul coup, plus lourde encore que les mois précédents. Pas celle du travail, mais celle de l'incertitude. Elle se couchait avec des chiffres en tête et se réveillait avec les mêmes. Chaque jour ressemblait à un sursis. Pourtant, au milieu de cette tension, quelque chose résistait. Pas une solution immédiate, mais une attitude différente.
Là où auparavant elle aurait été paralysée, elle restait en mouvement, lentement, prudemment, mais sans s'arrêter. Elle a continué à faire ce qu'elle pouvait contrôler. Elle a maintenu la discipline qu'elle s'était imposée. Elle a refusé de céder à la panique. Ce choix n'était pas héroïque. Il était nécessaire. C'était la seule manière de ne pas perdre pied. Quand les premières réponses sont arrivées, elles n'étaient pas complètes ni rassurantes. Elle limitait les dégâts sans les effacer. Elle a compris que cette crise laisserait des traces, qu'elle n'en sortirait pas indemne. Mais elle a aussi compris autre chose. Elle était encore debout. Ce constat a changé quelque chose en elle. La peur ne disparaissait pas, mais elle cessait d'être absolue. Elle avait déjà traversé trop de choses pour s'effondrer au premier choc venu. Elle savait maintenant que tenir ne signifiait pas nier le danger, mais continuer malgré lui. Cette crise a agi comme un révélateur. Elle a montré ce qui était vraiment solide et ce qui ne l'était pas, ce qui pouvait encaisser un choc et ce qui devait être repensé. Elle notait mentalement chaque faille, chaque faiblesse exposée. Quand la tension a commencé à retomber, lentement, elle n'a pas ressenti de soulagement total. Elle ressentait surtout une lucidité accrue. Elle savait que d'autres crises viendraient, que ce monde-là ne la laisserait jamais tranquille. Mais elle savait aussi que cette épreuve avait ouvert une porte inattendue. Dans le chaos laissé par ceux qui renonçaient, quelque chose se déplaçait. Des équilibres se rompaient, des espaces se libéraient. Et dans ce désordre, elle a commencé à percevoir une possibilité. Fragile, risquée, mais réelle. Une opportunité née précisément de ce que beaucoup considéraient comme la fin. Quand le tumulte a commencé à se calmer, le paysage autour d'elle n'était plus le même. Ce qui semblait immobile depuis des années avait bougé. Pas bruyamment, lentement. Des places s'étaient vidées. Des certitudes s'étaient effondrées. Et là où d'autres voyaient surtout des ruines, elle voyait désormais des lignes nouvelles. Elle a observé sans se précipiter. Elle avait appris que l'urgence était une mauvaise conseillère. Elle regardait ce qui changeait, qui reculait, qui renonçait. Certains se retiraient épuisés, d'autres par peur, d'autres encore parce qu'ils n'avaient plus la force d'imaginer une suite. Elle ne jugeait pas, elle enregistrait. Cette période lui a demandé une attention particulière. Il ne suffisait pas de vouloir. Il fallait choisir le bon moment. Trop tôt, et le risque serait fatal. Trop tard, et l'occasion disparaîtrait. Elle sentait cette fenêtre étroite s'ouvrir lentement, sans savoir combien de temps elle resterait accessible. Les chiffres ont repris leur place sur la table, mais cette fois ils racontaient une autre histoire. Non plus seulement celle de ce qu'elle possédait, mais celle de ce qui devenait possible. Elle comparait, projetait, recalculait. Chaque hypothèse était testée, retournée, examinée sous tous les angles. Elle savait que ce qu'elle envisageait allait à contre-courant. Dans un contexte fragile, beaucoup cherchaient à se replier. Elle, au contraire, envisageait d'avancer. Pas brutalement, pas en forçant, mais avec une précision presque chirurgicale. Une avancée ciblée, calculée, assumée. Cette idée l'a tenue éveillée plusieurs nuits. Elle connaissait les risques. Elle savait que la moindre erreur serait amplifiée, qu'il n'y aurait personne pour amortir une chute. Elle n'avait pas le droit de se tromper. Cette conscience rendait chaque réflexion plus lourde, mais aussi plus sérieuse. Elle a senti la peur revenir, mais différemment. Ce n'était plus la peur de tout perdre sans agir. C'était la peur de perdre en agissant. Une peur plus mature, plus consciente. Celle que l'on ressent quand on sait exactement ce que l'on met en jeu. Elle a cherché des signes extérieurs, des confirmations. Mais très vite, elle a compris qu'il n'y en aurait pas. Ce type de décision ne reçoit jamais de bénédiction collective. Ceux qui réussissent après coup semblent évidents. Avant, ils paraissent imprudents. Alors elle a fait ce qu'elle avait appris à faire ces derniers mois. Elle s'est appuyée sur ce qu'elle maîtrisait. Les faits, les tendances, les limites claires. Elle a refusé les scénarios idéaux. Elle n'a gardé que ceux qui restaient viables même dans le pire des cas. Peu à peu, la décision a pris forme. Pas comme un saut aveugle, mais comme un pas précis dans une direction étroite. Un choix qui ne promettait pas le confort, mais qui ouvrait un espace. Un espace pour respirer, pour structurer, pour construire autrement. Elle a ressenti une solitude particulière à ce moment-là. Pas celle de l'abandon, mais celle de la responsabilité totale. Il n'y aurait pas de partage du poids. Ce choix serait le sien, entièrement. Cette solitude n'était pas agréable, mais elle était claire. Quand elle a finalement arrêté de réfléchir, elle a ressenti quelque chose d'étrange. Pas de l'excitation, pas de la fierté. Un calme concentré. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle avançait vers quelque chose plutôt que de s'en éloigner. Elle savait que ce choix allait demander du temps.
que les résultats ne seraient pas immédiats, qu'il faudrait tenir encore, sans garantie visible. Mais elle savait aussi qu'elle venait de transformer une crise subie en mouvement choisi. Ce soir-là, en éteignant la lumière, elle n'a pas ressenti de soulagement. Elle a ressenti un engagement silencieux envers ce chemin étroit qu'elle venait de tracer. Elle n'avait aucune certitude de succès, mais elle avait quelque chose de plus rare, une direction. Et désormais, il ne s'agissait plus seulement de survivre ni même de résister. Il s'agissait de construire, lentement, patiemment, sur un terrain que beaucoup avaient abandonné trop tôt. Après la décision, il n'y a pas eu de changement immédiat. Aucun signe visible. Aucun soulagement soudain. Le monde n'a pas réagi. Les journées ont continué à s'enchaîner, identiques en apparence, lourdes dans leur répétition. C'est là que la patience a commencé à coûter plus cher que l'effort. Elle savait que ce qu'elle avait engagé demandait du temps. Mais savoir n'empêche pas d'attendre. Et attendre, quand tout repose sur un fil tendu, use différemment. Chaque matin ressemblait à un pari silencieux. Chaque soir à une vérification anxieuse. Est-ce que cela tient encore? Le travail ne diminuait pas. Il changeait de nature. Certaines tâches disparaissaient, d'autres apparaissaient. Le corps restait sollicité, mais c'était l'esprit qui portait désormais la charge la plus lourde. Anticiper, ajuster, surveiller. Rien ne pouvait être laissé au hasard. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Rien ne venait confirmer que le choix était le bon. Les chiffres évoluaient lentement, trop lentement pour rassurer. Elle savait que les résultats ne pouvaient pas être immédiats, mais elle devait lutter chaque jour contre cette petite voix qui murmurait que tout cela ne servait peut-être à rien. Elle a appris à vivre avec cette incertitude permanente, à ne plus chercher de signes spectaculaires, à se contenter de variations minimes, presque invisibles, une légère amélioration ici, une stabilisation là, des détails qui, pris isolément, semblaient insignifiants, mais qui, ensemble, racontaient autre chose. Le temps a commencé à prendre une autre texture. Les semaines ne se distinguaient plus vraiment. Les saisons, en revanche, devenaient des repères essentiels. Chaque cycle achevé sans incident était une victoire silencieuse. Chaque période franchie renforçait un peu plus ce qu'elle avait mis en place. La fatigue ne disparaissait pas. Elle changeait. Moins brutale, plus profonde. Une fatigue qui s'installe dans la durée, qui ne s'exprime pas par des douleurs aiguës, mais par une usure constante. Elle sentait qu'elle vieillissait plus vite que le calendrier ne l'indiquait. Les relations avec les autres se modifiaient aussi. Moins de regards appuyés, moins de questions déguisées. Pas encore du respect, mais une forme de prudence nouvelle. Comme si certains commençaient à comprendre qu'elle n'était pas simplement en train de retarder l'inévitable. Elle, de son côté, ne se permettait aucune complaisance. Chaque soir, elle revenait sur ce qui avait été fait. Elle vérifiait, ajustait, corrigeait. Elle savait que le moindre relâchement pourrait effacer des mois d'efforts. Cette vigilance permanente était épuisante, mais nécessaire. Il y a eu des moments de découragement profond. Des soirs où elle se demandait si elle n'avait pas surestimé sa capacité à tenir dans le temps. Ces moments-là étaient silencieux, sans larmes, sans cris. Juste une lassitude dense, presque immobile. Ce qui l'a empêché de céder, ce n'était pas l'espoir d'un succès futur. C'était quelque chose de plus immédiat. Le fait que, malgré tout, l'ensemble tenait. Fragile, certes, mais debout. Chaque jour supplémentaire confirmait que le chemin choisi n'était pas absurde. Progressivement, sans qu'elle s'en rende compte tout de suite, les chiffres ont commencé à raconter une histoire différente. Pas une réussite éclatante, une évolution, une cohérence. Ce qu'elle avait patiemment construit commençait à produire ses propres effets. Elle n'a pas célébré ses premiers signes. Elle les a accueillis avec une méfiance presque instinctive. Trop tôt pour se réjouir, trop tôt pour lâcher l'attention. Elle savait que le temps pouvait aussi bien consolider que détruire. Mais au fond d'elle, quelque chose s'est apaisé. Une tension constante, présente depuis des mois, s'est légèrement relâchée. Elle n'était plus seulement dans l'attente. Elle entrait dans une phase nouvelle, encore fragile, mais porteuse de confirmation. Le plus dur n'était peut-être pas passé, mais elle avait franchi une étape essentielle. Celle où l'on ne tient plus seulement par obstination, mais parce que ce que l'on a construit commence à répondre. Les changements ne sont pas arrivés comme une victoire. Ils se sont installés discrètement, presque à contre-cœur. Un chiffre qui tient là où il aurait dû céder. Une régularité nouvelle, encore fragile, mais persistante. Rien d'assez spectaculaire pour être célébré, mais suffisamment solide pour ne plus être ignoré. Elle a été la première à le remarquer.
Pas parce qu'elle cherchait une récompense, mais parce qu'elle surveillait tout avec une attention presque obsessionnelle. Les écarts se réduisaient. Les marges, autrefois invisibles, existaient désormais. Ce n'était pas un confort, mais une respiration. Le regard des autres a changé avant même qu'ils ne le réalisent. Les silences n'étaient plus les mêmes. Moins lourds, moins insistants. Les questions devenaient plus rares, plus prudentes. On ne demandait plus combien de temps elle tiendrait, mais comment elle faisait. Ce basculement n'a pas apporté de satisfaction immédiate. Elle l'a accueilli avec une distance presque froide. Elle savait que la reconnaissance arrive souvent trop tard pour ceux qui en ont le plus besoin, et qu'elle ne compense jamais vraiment ce qu'elle coûte. Ce qui frappait le plus, c'était le contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Dehors, les choses semblaient s'améliorer. Dedans, la fatigue s'était incrustée. Pas la fatigue passagère des débuts, mais une lassitude profonde, faite de mois sans relâche, de décisions prises seules, de responsabilités portées sans partage. Elle se surprenait parfois à regarder ses mains, plus marquées qu'avant, ou son visage, qu'elle reconnaissait à peine. Le temps avait laissé des traces visibles, pas seulement physiques. Elle avait changé. Elle n'était plus celle qu'elle était avant. Et elle savait que ce changement était irréversible. Les enfants aussi avaient grandi autrement, plus vite, avec une maturité qui la rendait fière et coupable à la fois. Elle se demandait parfois quel avait été le prix silencieux de sa stabilité retrouvée, ce que chacun avait laissé en chemin pour que tout tienne. Un soir, alors que tout semblait enfin à sa place, elle a ressenti une émotion inattendue. Pas de la joie, pas du soulagement, une forme de tristesse calme. Celle qui vient quand on réalise que même les victoires ont un coût et que ce coût ne sera jamais entièrement remboursé. Elle savait désormais que ce qu'elle avait accompli ne serait jamais complètement compris de l'extérieur. Les chiffres parleraient, oui, les résultats seraient visibles, mais les nuits blanches, les doutes, les renoncements, eux, resteraient invisibles. Les institutions, autrefois pressantes, devenaient plus ouvertes. Les propositions changeaient de ton. Là où l'on imposait, on suggérait. Là où l'on doutait, on calculait autrement. Ce renversement aurait pu flatter l'ego. Il l'a surtout rendue méfiante. Elle avait appris à ses dépens que la stabilité pouvait être fragile, qu'elle ne devait rien tenir pour acquis. Cette prudence, acquise dans la douleur, la rendait plus solide, mais aussi plus distante. Elle n'attendait plus de validation. Elle avançait pour elle. Ce chapitre de reconnaissance tardive la laissait avec un sentiment ambigu. Elle avait prouvé que c'était possible. Mais elle avait aussi compris que la réussite n'efface jamais l'épreuve. Elle la transforme, elle la dépasse parfois, mais elle ne l'annule pas. Ce qui la maintenait debout désormais, ce n'était plus le regard des autres ni la peur de l'échec. C'était la conscience claire d'avoir tenu, d'avoir traversé, d'avoir construit quelque chose qui n'existait pas avant. Elle savait que l'histoire approchait de son terme, pas parce que tout était réglé, mais parce que l'essentiel avait été accompli. Ce qui restait n'était plus une lutte quotidienne pour survivre, mais une réflexion sur ce que tout cela avait réellement signifié. Avec le temps, les urgences se sont espacées. Les journées n'étaient plus des combats permanents, mais des successions de choix assumés. Tout n'était pas facile, loin de là, mais l'ensemble tenait. Et cette stabilité nouvelle lui permettait enfin de regarder en arrière sans être aussitôt happée par ce qu'il restait à faire. Elle se rendait compte que ce qu'elle avait traversé ne se mesurait pas seulement en chiffres ou en résultats. Cela se lisait dans sa manière de marcher, de réfléchir, de se taire. Elle avait appris à décider sans attendre l'approbation, à accepter l'incertitude sans s'effondrer, à avancer sans promesse de récompense. Ce qui restait, maintenant que tout ne menaçait plus de s'écrouler chaque matin, c'était une forme de calme grave, pas une paix naïve, un calme forgé par l'endurance, celui de quelqu'un qui sait ce que coûte chaque chose et qui ne confond plus l'essentiel avec le superflu. Elle savait qu'elle n'avait pas gagné contre un système. Elle avait simplement trouvé une manière d'exister à l'intérieur, sans se laisser broyer. Elle n'avait pas suivi les chemins évidents. Elle avait pris ceux qui demandaient plus de temps, plus de patience, plus de renoncement. Ce choix-là ne faisait pas de bruit. Il ne produisait pas de triomphe éclatant. Mais il tenait. Avec le recul, elle comprenait que la véritable transformation n'avait pas été extérieure. Elle s'était produite en elle, dans sa capacité à supporter la lenteur, à accepter de ne pas être comprise, à continuer quand il n'y avait plus d'encouragement. Cette transformation-là ne se voyait pas, mais elle était la plus durable. Elle pensait parfois à ceux qui avaient abandonné en chemin, pas avec supériorité, avec lucidité. Elle savait à quel point la frontière était mince entre tenir et lâcher. Elle savait aussi que chacun paye un prix différent pour continuer. Le sien avait été élevé.
mais il lui avait permis de rester. Ce qu'elle avait construit n'était pas parfait. Rien ne l'est. Mais c'était vivant, cohérent, transmissible. Et surtout, c'était le fruit d'un choix conscient, répété jour après jour, même quand tout incitait à renoncer. Elle ne racontait pas son histoire pour inspirer ou donner des leçons. Elle la portait en elle comme on porte une cicatrice. Non pour s'en glorifier, mais pour se souvenir. Se souvenir que tenir est parfois une victoire silencieuse. Se souvenir que les chemins les plus solides sont souvent les plus lents. Si cette histoire t'a parlé, si elle t'a rappelé des moments de doute, de fatigue ou de courage discret, alors prends un instant pour soutenir ce travail. Tu peux aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Ces histoires méritent d'être transmises.